Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va essayer de répondre à cette grande question. Peut-on vivre dans un monde sans frontières ? On va essayer d'y répondre avec 3 invités. D'abord, le polémiste à succès qui enflamme la France, Éric Zemmour. Daniel Cohn-Bendit, que c'est vraiment pas la peine de présenter. Et puis Richard Attias, moins connu, communicant international, intime de la plupart des grands de ce monde, en Afrique, aux États-Unis, enfin partout, organisateur de grandes conférences, citoyen du monde, le cosmopolitisme incarné. Ça va être horrible pour Éric Zemmour de regarder ce monsieur pendant l'émission. Et pour terminer, c'est le mari de Cécilia, ex-Sarkozy. Face à ces 3 invités, nos 3 agrégés de philosophie qui sont en train de devenir les 3 lumières, les 3 étoiles du PAF. Géraldine Mühlmann, Eliade Abécassis, Mazarine Pinjot. Pendant toute l'émission, bien entendu, vous pouvez nous insulter, nous approuver, nous féliciter également, d'ailleurs, c'est pas interdit, sur hashtag les grandes questions, hashtag LGQ. Voilà. Bon, allez, on commence tout de suite. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans frontières ? Alors, on commence par qui ? On commence par Richard Attias pour énerver Éric Zemmour. Écoutez, moi, je vis dans un monde sans frontières, donc je ne peux pas dire le contraire. Je rentre de Doha, où on vient de finir une très belle conférence sur le sport international. Mais vous êtes dans les avions tout le temps, alors ? Oui, à peu près 50 à 60% de mon temps. Vous avez un passeport, des papiers, c'est quoi ? Vous sentez quoi ? J'ai un passeport, j'ai plein de visas, j'ai un passeport marocain, ce qui n'est pas facile parce que je suis né au Maroc et je suis très fier de mes origines. Donc j'ai gardé mon passeport et je me balade avec des cartes de séjour, des visas et voilà. Donc on vit très bien dans un monde sans frontières. On vit merveilleusement bien. De toute façon, quand bien même ne vivrions-nous pas dans un monde sans frontières, la technologie fait qu'elle a beaucoup abattu de frontières et qu'aujourd'hui on vit dans un monde global. En tout cas, il n'en peut plus, Éric Zemmour. On va continuer avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Alors vous êtes... Qu'est-ce que vous êtes d'ailleurs ? Vous avez vos papiers, vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes quoi ? Quoi encore ? Moi, je suis... Européen en plus ? Non, j'ai un passeport allemand. Parce que je suis le seul Allemand sur Terre qui ait décidé de devenir allemand pour ne pas faire son service militaire. C'est pas mal, ça. Hein ? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non, je veux dire, mais bien sûr qu'on peut vivre sans frontières. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, mais moi, je peux vivre sans frontières. Je n'ai pas besoin de frontières. Pourquoi avoir un contrôle de frontières ? Est-ce que culturellement, j'ai besoin de frontières ? Non. Alors, des fois, l'autre est difficile à comprendre. Donc, je dois essayer de dépasser mes frontières. Ça, c'est évident. Mais d'ailleurs, le monde, avant les États-nations, ne connaissait pas les frontières. Donc, je ne vois pas pourquoi on pose cette question comme ça, comme si... attendez, c'est parce qu'on a lu ce bouquin-là, tout le monde en parle en France. Oui, suicide collectif. Attendez, on a enlevé les frontières, il n'y a plus de barbelés, c'est horrible. Non, mais c'est ça quand même. Ça, c'est à lui de défendre ses frontières. Je vais défendre, mais j'attends les caricatures, vous savez. Non, j'ai l'habitude. Je veux dire simplement que oui, même je crois que les frontières peuvent être dangereuses et détestables parce qu'elles limitent votre capacité de penser. Elles limitent votre capacité d'être. Voilà, c'est simple. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu limité, Éric Zemmour, dans votre capacité de penser ? Sans doute. Non, mais, je suis très limité. Là, vous avez besoin de frontières, vous avez besoin d'identité, vous avez besoin de drapeau, vous avez besoin de langue. C'est pas la même chose. Là, on lui a bien amené le truc, là. Maintenant, c'est je ne dis rien. J'écoute. Je ne réponds même pas à vos provocations et à vos caricatures, mais en revanche, j'écoute mes voisins. Et mes voisins, que disent-ils ? Monsieur Attia, il me dit... Attias ou Attias. Non, quand j'étais petit, effectivement, un professeur m'appelait souvent Attia, et puis je faisais un peu de bruit, et je lui ai dit Attias. Il m'a dit, c'est pas le moment de vous mettre au pluriel, mais j'y tiens, ce S. C'était joli, au moins il était drôle. Absolument. Donc Attia ou Attias, s'il y tient, je l'appelle comme il veut. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit on peut très bien vivre sans frontières. Évidemment, on peut très bien vivre sans frontières quand on est riche. Aucun problème. Aucun problème quand on passe d'un avion à un autre, quand on a beaucoup d'argent, qu'on fréquente les grands de ce monde. Ça n'a jamais posé de problème. Jamais. Daniel Cohn-Bendit disait avant les États-Nations, il n'y avait pas de frontières. C'est faux, il y a toujours eu des frontières. Mais en tout cas, il y a une chose de vrai. Il y en a même de plus en plus. Hein, c'est ce que j'allais dire. 27 000 kilomètres de plus. C'est pas ça, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, la frontière empêche de penser.
c'est vrai que, sans doute, Voltaire ne pensait pas, Rousseau ne pensait pas. Attendez, il voyageait beaucoup les deux. Il voyageait beaucoup. Voltaire, il était en Russie mais il y tout avait le temps. des pays, ce que je veux dire par là, Aragon ne pensait pas, Balzac ne pensait pas, tout ça, tous ces gens-là, ne pensent pas. Non mais parce que ce que je veux dire, c'est que c'est à l'intérieur des frontières qu'on a créé des cultures nationales et qui ont permis de faire émerger des grands de faire un grand poème à la gloire de la GPU. Mais ça, c'est pas. Alors ça il aurait dû avoir une frontière dans sa tête. Ça n'a aucun la rapport. police Ce que je veux politique dire, de c'est qu'il Staline, était imprégné de culture nationale et que cette culture nationale est née au fil des siècles à l'intérieur des frontières parce qu'un État les garantissait. Et dernière chose, tout ça est bel et bon. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Tout ça est bel et bon. Ne pas avoir de frontières. Ça veut dire tout ça est bel et bon. Ne pas avoir de frontières, c'est un discours convenu, c'est magnifique, etc. Mais pour les gens qui sont sédentaires, pour les gens qui n'ont pas les moyens de Je vais M. revenir Attias. là-dessus parce que c'est un cliché un peu facile. Non, c'est pas un cliché, c'est la réalité. Non, je pour vais les vous gens qui donner n'ont une pas autre les moyens, réalité. pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui subissent l'absence de frontières pour les entreprises, les délocalisations, et 2, qui subissent l'absence des frontières, qui reçoivent l'immigration massive d'ici. Là, pour eux, là, il y a tous les problèmes. Alors, Pour eux, il n'y a aucun problème pour eux. Deux petites réponses et puis après on poursuit. Alors, petite réponse de Richard Attias. Je veux dire, c'est un cliché un peu facile. Aujourd'hui, l'Afrique subit un drame important, une partie de l'Afrique qui est Ebola. Je peux vous dire, pour y être quasiment toutes les semaines, que les Africains sont vraiment sinistrés qu'on ait fermé les frontières. Ils sont sinistrés parce que c'est des pauvres dont je parle. C'est des pauvres qui, parce qu'on a fermé les frontières, ne peuvent pas aller dans le tout pays d'à côté, que ce soit la frontière entre la Guinée et d'autres pays, où ils ne peuvent pas aller travailler tout simplement. Juste comme une petite anecdote, je veux dire, c'est trop facile de limiter la notion de circulation entre les biens ou les personnes d'un pays à un autre, uniquement à le réduire à une notion d'avion, de riches, etc. Je pense qu'on est complètement dans un autre débat. Les frontières qui s'ouvrent sont des frontières qui permettent de l'emploi, et pas que dans des pays riches, bien au contraire. Ce sont des frontières qui se baissent et qui permettent un échange également de pratiques sportives, parce qu'il y a des infrastructures sportives dans un pays à 50 km de la frontière précisément d'un autre pays, et on pourrait multiplier les exemples. Allez, Éric Zemmour, ça va être votre moment maintenant. On va s'intéresser à vous, on va s'occuper de vous. D'abord, c'est Éric Mata qui a une question minuscule à vous poser. On regarde. Éric Zemmour, commençons par une bonne nouvelle. 28% des Français ignorent encore vos thèses. Si vous tenez jusqu'à Noël, ça va en faire des brouettes de livres. Vous êtes le zébulon d'un manège désenchanté. Et sur ce carrousel de l'amertume, vous convoquez toutes les vieilles lunes de la droite maurassienne. Mai 68, Coluche, l'immigration, le divorce, Buren et ses colonnes, l'IVG, le rap, l'Europe, vous vous livrez à un gigantesque chamboule-tout au bazooka. Selon vous, on a enterré la France avec le général de Gaulle. Depuis, c'est un toboggan sans fin. Vous ratissez large et rien n'échappe à votre chalut courroucé. Nous n'aurions plus rien à envier à Sodome et Gomorrhe. Les hommes sont des femmes comme les autres, la virilité est en berne, les idéologies libertaires ont fait le lit du capitalisme consumériste. Bref, rien ne va plus, tout a foutu le camp. Avec ça, on est bien avancé. Pour résumer, vous êtes contre tout. Un refus global qui n'est pas sans rappeler celui des tenants de l'islam radical. Contre la mondialisation, contre les droits de l'homme, ne parlons même pas de ceux de la femme, contre les gays, contre l'américanisation de la société. D'où ma minuscule question. Éric Zemmour, cela ne vous dérange pas de partager 90% de vos détestations avec les barbus islamistes ? Réponse? Quelle question intelligente. Non, c'était pas con du tout. C'est stupide. Mais c'est pas grave. Non, mais répondez parce que vous avez le droit d'y répondre. Mais bien sûr, le film est stupide, il est caricatural et grotesque. Et en plus, c'est exactement ce que je dénonce dans mon livre, c'est-à-dire les 3D, déconstruction, dérision, destruction. Là, on a eu la séquence dérision. Alors maintenant, je vais répondre sur l'islam. Moi, je ne dis pas l'islam radical, je dis l'islam. Ouais, je vais encore rajouter à mon procès. L'islam est un... C'est pas le même, quand même. C'est le même. Oh, non. C'est le même. Simplement, il y a simplement des moments dans l'histoire de l'écriture du Coran. Il y a les moments où il est à Médine, il y a les moments où Mahomet est à la Mecque. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas la même histoire, mais on ne peut pas dire que Mahomet, à un moment, il est musulman et à un moment, il est islamiste. Ça, c'est pas possible.
puisque les islamistes et ceux qui ne sont pas islamistes se réfèrent aux mêmes textes. Simplement, ce n'est pas les mêmes textes et ce n'est pas les mêmes vous moments. avez vu la Bible, c'est plein de contradictions, c'est pareil. À un moment donné, il faut tuer tout le monde, à peu près, il faut s'embrasser. 120 docteurs de l'islam ont écrit là pour se démarquer de la dérive islamiste. Et pour marquer justement la différence entre l'islam et l'islamisme. Très bien qu'il c'est une se différence démarque. qu'il faut vraiment. Il faudrait dans ce cas-là qu'il se débarrasse d'à peu près, d'après les spécialistes, un tiers du Coran. Je ne crois pas qu'il le fasse. Pas du tout, parce que Dans si on fait un pareil tiers- avec la Bible. Mais quel alors, spécialiste, il y a- Éric il reste Zemmour, plus quel rien. spécialiste? Comment Bah oui, Mais la pas Bible du c'est tout. pareil, parce que dans la Bible, il y a marqué qu'il faut lapider les gens qui ne respectent pas le Shabbat. Eh ben On oui. a fait évoluer Bah oui. tout ça, Non, on a on n'a tout pas changé. fait évoluer, on Donc n'a plus les textes, appliqué la les règle. textes changent. oui. Et Non, alors non, ça n'a rien à voir. Quoi, ça n'a rien à voir avec Non, ça n'a rien à voir. Il y a dans des textes de loi, on dit par exemple de couper les mains en Arabie Saoudite, on le fait encore. Oui. Ouais, bien Et sûr. alors Donc c'est l'islam. Donc c'est comme. C'est pas, non, c'est justement, pas l'islam, c'est D'accord. l'Arabie Saoudite. D'accord. L'islam ne coupe pas les mains. Excusez-moi, Ils n'ont l'islam. pas de si- sabre dans la main. si, l'islam. Excusez-moi, la règle de l'islam, c'est on coupe les mains aux voleurs. L'Arabie Saoudite le pratique encore. Et c'est les salafistes qui, aujourd'hui, qui sont financés par le Qatar et par l'Arabie Saoudite, qui financent l'État islamique et qui financent aussi. Non, dans nos attends, banlieues. camarade. Non, il y a Écoute, pas de encore camarade. une Donc je fois. réponds à Mais ma si, question. puisque tu es marxiste, maintenant je te dis ma camarade. Ah, avec plaisir. Avec Il faut plaisir. savoir ce qu'on fait dans la Mais vie. avec hein. plaisir, Alors, avec plaisir. camarade, Avec plaisir. tu peux dire l'Arabie Saoudite est un État totalitaire et je ne comprends pas pourquoi les démocraties s'allient avec l'Arabie Saoudite. D'accord, D'accord. mais c'est pas l'islam. Si, c'est c'est l'islam. non, c'est un C'est pays l'application politique. rigoriste de l'islam. Excusez-moi. Mais Excusez-moi. Richard Attias, vous qui vivez beaucoup en terre d'islam, Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Éric Zemmour, mais je pense malheureusement, et je savais dès le début que nous ne serons pas d'accord, il y a une absence vraiment de connaissance du terrain. Bah oui. Totale. Ça, c'est Non, mais pardon, il y a une absence totale de connaissance du terrain. Et voilà, moi je ne parle que de l'expérience de terrain. Comme vous l'avez dit, France, je passe 90% de mon temps à traverser le monde, dont un bon 50% en terre d'islam, avec un grand I, comme l'a dit Daniel Cohn-Bendit, du Maroc en passant par la Jordanie ou plein d'autres. Et effectivement, on ne voit pas partout, systématiquement, comme l'a dit, il y a un pays qui le pratique, c'est la charia. Et ce n'est pas pour autant que tous les pays musulmans qui ont l'islam comme religion d'État pratiquent ce genre de Mais choses. qui Ce a dit serait ça? caricaturé. Mais qui a dit ça? Parce que l'islam... il n'a jamais rien dit. l'islam- Dès qu'on dit Non, quelque mais- chose, j'ai pas dit ça. non, mais mais parce j'ai que- dit ça, mais allez, c'est pas ça. Je Allez. dis, Je pense- monsieur Attia, d'abord quand vous nous dites je traverse le monde, arrêtez avec ça, vous traversez le monde des aéroports. Non, Vous mais arrêtez attendez, avec vous voyez- je traverse le monde. Alors, ça ne marche pas, alors, ça marche pas. Mazarine Ouais. Pinjot. Éric Allez, Zemmour, allons, laisse parler les je femmes. sais bien que, oui, pardon. Que apparemment tout ce que les autres disent sont des clichés. Pourtant, J'ai j'en pas ai dit ça. vu personnellement. Je parlais de films uniquement, je parlais Beaucoup pas- dans votre Il y a livre. Je parlais trois pas de ce que choses disent que les tu gens. devrais arrêter Je- de dire. C'est une caricature et j'ai pas dit ça. Parce que ça fait déjà 37 fois, ça Non, commence à devenir non, ennuyeux. non, parce Sans qu'on caricature ce que je dis, sans donc je compter que les précise ce que je clichés, dis. mais parce que je pense que votre pensée se caricature facilement dès oui. lors que c'est un petit peu une accumulation de clichés. Enfin, Mais vous avez à le droit mon de sens. penser ça, je ne suis pas d'accord avec vous, vous Oui, non, mais permettrez. bien sûr, Soyez mais poli ne avec vous les mettez dames. Je pas, suis ne poli vous avec mettez les pas en dames. victime. Je ne pense pas que Mais vous je ne soyez suis une pas une victime victime. lorsqu'on vend 300 000 Ah, livres. ça vous D'ailleurs, embête. Hein. bah, je trouve ça pas pour. Enfin, Ça pour vous vous, je suis embête, contente que vous soyez suffisamment riche pour désormais prendre l'avion et enfin aller en dehors des Non, ça frontières. vous embête que les Français Mais, me lisent et m'achètent. Ça je- vous embête. Ça m'embête Je pas. comprends, ça- hein, Marqué, ça je comprends, m'attriste. hein, ça vous arrive pas souvent. Je vais vous je dire, ça comprends. m'attriste. Bah vraiment. oui, ça vous attriste. Et quand je vous regarde, Allez. je suis triste. Mazarine oui, Pinjot, la Je question. pense qu'il y a un lien organique entre votre refus de l'ouverture des frontières et votre rapport anthropologique aux hommes. Et j'aimerais beaucoup essayer de comprendre une expression que vous utilisez dans votre texte et où vous situez-vous là-dedans, dans ce que vous appelez la hiérarchie anthropologique. Expliquez-moi, allez-y. Alors, c'est à vous que je demande de l'expliquer, puisque c'est une phrase qui se trouve sous votre plume. Mais quand je parle de Personnellement, quoi j'ai un peu réfléchi. Hiérarchie anthropologique, à part de voir des différences de race et donc des supériorités et des Il faudrait infériorités. vous m'expliquer où je j'emploie vois ce mal- mot-là, je ne me souviens pas. Donc dites-moi, Ah. dans quel contexte. Vous dites que c'est pas vous qui avez écrit votre livre? Non, mais c'est un peu Ne vous inquiétant. inquiétez pas, c'est moi qui l'écris. D'accord. Je ne peux pas avoir toutes les tares, hein. Donc D'accord. j'écris mes livres. C'est sur le film de Sauté. La France n'est pas l'Amérique. Les gagneurs sont accusés de trahir les nécessaires solidarités. La France est ce pays trop civilisé où les hiérarchies anthropologiques sont foulées aux pieds. Alors, c'est une scène, il faut raconter aux gens qui n'ont pas vu le film depuis très longtemps. C'est la scène centrale du film. On voit, ils sont tous autour d'une table. Et il y a Piccoli,
qui est un médecin, qui est le seul qui ait réussi socialement parmi tous les hommes qui sont là et toutes les femmes, et qui coupe la viande et qui symboliquement donne à manger à chacun. Donc ça retourne effectivement à une scène anthropologique originelle qui est que le premier homme qui a osé affronter les animaux, qui a tué un animal, qui donnait la nourriture à manger, était le chef de tribu. Il donnait à manger aux autres hommes, aux femmes et aux enfants. C'est ça que j'appelle la supériorité anthropologique. Et pourquoi cette scène est essentielle? Parce que tout le monde se moque de Piccoli. Sa femme le trompe, les autres hommes lui disent qu'il a trahi ses idéaux. Vous vous sentez en empathie? Non. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à c'est rien. une question. Si vous ironisez dès que je dis 3 mots, vous me Non, demandez mais quelque chose. Vous parlez suffisamment Donc, pour qu'on n'ironisez ait pas. du mal à vous interrompre. Alors vous voilà. inquiétez pas. Oui. Donc c'est ça que j'appelle la supériorité anthropologique, c'est tout. Et donc quand il montre cette scène, moi je pense qu'il y montre simplement le fait que dans un pays tellement civilisé, c'est pas ironique ce que je dis, que la France, on foule aux pieds ces supériorités anthropologiques, c'est-à-dire qu'on méprise et on brocarde celui qui donne à manger aux autres, symboliquement. C'est tout ce que je disais. C'est quoi la supériorité? Moi non plus, excusez-moi. Excusez-moi, c'est quand même Qu'est-ce qui est simple. Ah non, c'est pas du tout supériorité simple. anthropologique? Ça veut- ce que Le je- mec, tu dis, ça- c'est un grand bourgeois qui a Ouais. gagné sa vie. Oui. C'est ça la supériorité. Alors les bourgeois, c'est les supérieurs anthropologiques. Non, c'est une super. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien la symbolique. Non. Il coupe la viande, Oui, il mais- donne à manger. mais Faites pas semblant de ne pas comprendre. Attends. Donc ça nous ramène à une scène archaïque. C'est ça qu'il a voulu. Pourquoi Mais si, archaïque? c'est une scène Chez archaïque. nous, à la maison, c'est la femme qui coupe la viande, donc elle a la Faites semblant de pas supériorité. comprendre. Mais Non, non, c'est mais, ça. mais peut-être qu'on comprend. C'est une vraiment pas interprétation clair. de la scène, c'est tout. D'accord. Voilà. Et Bon. par ailleurs, c'est un film qui vous a beaucoup marqué, et d'ailleurs, Ah, c'est un film à magnifique. juste titre, absolument. Magnifique. Je suis d'accord Vincent, avec vous. François, Ah, bah voilà. Paul et les autres de Claude un Sauté, film de bien Claude entendu. Sauté. Avec des Où, dialogues de Jean-Loup Dabadi. Voilà, où vous reparlez de la question de la virilité, qui est une question qui Je vous pense que c'est le cœur du travaille film. beaucoup, et aussi un peu le le cœur cœur de de travail. votre pensée. Non, pas Le du cœur tout. de tes Oh, problèmes. j'ai l'impression que C'est ça. pas ça. J'ai l'impression que Mais ça vous pourquoi travaille c'est un pas peu. Parce que c'est minable. Non, mais c'est normal que ça travaille chaque homme, la question de la virilité. Enfin, je le Vous conçois. inquiétez pas, j'ai aucun problème. Bah, vous verrez à un certain âge, Éric J'étais un Zemmour, peu vous verrez, inquiète, vous verrez, vous verrez. Mais en tout cas, vous en faites une description assez brutale. Alors peut-être que vous n'avez pas écrit cette phrase non plus, mais en tout J'ai cas, je tout vous la écrit, soumets. vous inquiétez pas. Moi, C'est j'écris tous mes l'idée livres, c'est comme ça. que ces hommes étaient encore des symboles de la virilité qui consiste à prendre les femmes sans les comprendre plutôt qu'à les comprendre sans les prendre. Vous faites donc l'apologie du viol ou je ne m'abuse? Oh là là. Vous êtes formidable, j'ai l'impression d'être dans Les Femmes Savantes. Ah, et ben voilà, le cliché justement, Enfin, vous avez on raison, en parlait. vous avez raison, Formidable, vous écoutez, je suis contente. c'est plutôt les précieuses ridicules. mais Oui, enfin, voilà. Oui, car une donc, femme ne doit pas travailler, voilà, ne doit pas oh là penser, là là ne là. doit pas avorter non plus. Oh là là. Mais c'est ce que vous... Excusez-moi, c'est exactement ce que vous écrivez C'est dans pas votre du livre. tout ce que j'ai écrit dans mon Ah bon? livre. Non, mais C'est écoutez, pas du tout ce que je ne savais pas visiblement, lire. vous ne l'avez Excusez-moi, pas écrit, alors. voilà, je l'ai pas écrit, c'est vous qui l'avez écrit à ma place. Écoutez, arrêtez Vous ne savez pas arrêtez de lire. raconter Vous ne n'importe savez quoi. pas lire. Mais Vous excusez-moi, je me lisez. suis Vous tapé ne vos savez 400 pas pages lire. Vous ne vous êtes pas avec tapé. la nausée au ventre. Bah, voilà, la Je nausée, l'ai j'ai dû carrément. le lire Bon. de ligne par ligne. Eh Excusez-moi. ben, excusez-moi, j'ai Réponse écrit tout ce que j'ai réponse Parce d'Éric qu'en plus, Zemmour. c'est assez indigeste. Et Bah, Marie- voyons, bah, voyons, Mazarine, bah, voyons. réponse Vous d'Éric avez raison, Zemmour. vaut mieux écrire vos petits Non, 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 Oui, Attention, réponse, je crois qu'il vaut mieux lire réponse, mes Vous avez versions. raison. allez, Vous voyez, non, moi, non, non. les gens me Je gagne lisent. beaucoup Non, non. moins Moi, d'argent. les gens me lisent, non, non, contrairement à vous. C'est Évidemment, dommage, vous c'est allez dommage. vers Non, non, s'il vous plaît, là, Ça vous fait mal. non, je non, veux non, dire. non. C'est pas difficile d'aller vers la quel sagesse, non, vers allez, la on laideur. arrête là, on arrête. Quel est le livre Oui. qui a été le plus Ouais, lu d'accord. en Allemagne Mein en Kampf, allez, 1939? allez. Mais d'ailleurs, Ah oui, les Allez, de livres. d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est lu? D'accord, mais c'est nul. Mais ça veut c'est- dire mais qu'on passe tout à la est télé nul. tous les jours Mais pour faire youpi non, on youpi. passe pas tous les Mais jours à la bien sûr télé. que oui, Éric Non, Zemmour. non, Votre pas du légitimité, vous la devez sur les plateaux de télé. Vous avez, ce qui vous, Vous êtes un embête, polémiste. Ce qui vous Ça s'appelle être un embête. polémiste. Bon, Un polémiste allez. n'a aucune D'abord, légitimité. la polémique n'est pas illégitime. Allez. Premièrement. Bah, bien On sûr est que d'accord non. là-dessus au moins. Ah, bah, évidemment. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Vive la polémique. Ouais, exactement. Deuxièmement. D'ailleurs, Donc on peut dire que t'es un Deuxièmement. crétin. L'amour de la Oui, guerre. exactement. Ça Deuxième, on peut dire que je suis un crétin, ça me gêne, tu as le droit de le penser. Non, non, bah, vous ça- êtes bien Deuxièmement. loin d'être un crétin. Merci, c'est d'ailleurs- déjà ça. Ah, oui, oui, absolument. Deuxièmement, je ne vends pas, contrairement à ce que vous prétendez, parce que je suis sur tous les plateaux télé. D'ailleurs, je ne suis pas sur tous les Non, plateaux c'est télé. parce que vous faites de la surenchère. Et je ne fais aucune La surenchère surenchère. dans la J'écris ce haine. que je pense. Mais ça vous embête, Mais j'écris ça ce n'est que pas je une pense. pensée. C'est- Vous bah savez si, ce que bah c'est si, bah Vous si. savez ce que c'est très Excusez-moi, vous voyez, exactement ça, c'est de s'appelle. l'insulte. Je Ça, c'est vais de vous l'insulte. expliquer ce que c'est. Non, Ça c'est de la s'appelle. polémique. Ça Non, s'appelle c'est pas la une insulte. rationalisation de Enfin, la haine. Est-ce que vous allez, savez ce que allez. Non, non, non.
Ça s'appelle de la rationalisation de la haine. Vous savez ce que c'est que la rationalisation? C'est un procédé psychanalytique qui consiste à essayer de mettre une forme rationnelle sur un affect. Et je pense que vous êtes travaillé par des affects dont le ressentiment, qui est votre moteur principal, et que vous êtes en revanche extraordinairement doué, effectivement, pour mettre une enveloppe rationnelle. Et j'appelle pas ça de la pensée. Merci, Madame Freud. Il est doué quand même, parce que c'est quand même bien torché, Oui, son livre. absolument. Bien torché. Non, Alors, absolument. Géraldine Mulin, on va essayer de revenir au débat sur le cosmopolitisme. Hein, c'est-à-dire, justement, l'idée de ce monde sans frontières qui ne plaît pas du tout à Éric Zemmour. Donc là, je pose une question à Éric Zemmour, là. Très bien. Alors, je ne vais pas dire ce que vous avez dit, parce que vous allez dire que vous ne l'avez pas dit. Non, mais si c'est écrit, j'ai répondu. Hein. J'ai répondu. Ne faites pas comme si je n'avais pas répondu. Calme maintenant. Allez, Quand même. Je vais plutôt, en fait, vous demander de m'expliquer certaines choses, parce que contrairement à d'autres, qui a beaucoup de passion autour de votre livre, moi, il y a des choses que je ne comprends pas très bien, en fait, ce que vous dites. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez. Ben, je vais essayer. Donc, dans ce livre, vous dites que la France se meurt depuis une quarantaine d'années à peu près, et vous donnez un certain nombre de dates, d'événements, qui sont un pas de plus vers le suicide, d'accord? Et donc, parmi ces événements, je vais prendre un exemple. Il y a l'année 1987, où vous évoquez le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Très beau film aussi. Voilà, et vous évoquez la même année le film Shoah de Claude Lanzmann. Et puis par ailleurs, c'est aussi la même année que Le Pen a parlé du détail. Et puis vous dites dans ce chapitre, au fond, quand on était pendant la guerre, Churchill, De Gaulle, dans les mémoires, on ne parlait pas de la centralité du problème juif. C'est même pas la centralité, pardonnez-moi, Vous avez il n'en raison. parle pas du tout. La Seconde Guerre mondiale, il y avait d'autres enjeux pour les acteurs. Non, mais ni dans les mémoires de De Gaulle, Non, mais ni dans les mémoires de Churchill, vous on en voulez parle. bien, Non, mais Elle vient Non, de mais le dire. Je ne suis pas en C'est train de la vous peine de dire agresser. ce Non, non, mais je vous le dis, c'est tout, Calmez-vous, c'est intéressant. Calmez-vous, je veux Mais je juste suis que très vous calme, m'expliquiez. vous Est-ce inquiétez pas, qu'elle peut continuer? Ça m'intéresse. Je vous en prie. Ensuite, vous dites, voilà, à partir de ces années-là, on a commencé par les témoignages, puis par le travail des historiens. On a compris quelque chose qu'on n'avait sans doute pas compris avant, c'est qu'il s'était passé un génocide, et que c'est effectivement quelque chose a posteriori dont on peut se dire que c'était tout à fait central. Et là, ou alors j'ai rien compris, mais vous semblez le regretter. Vous dites très clairement dans ces pages que c'est très dommage qu'on ait mis comme ça la Shoah au centre, comme si on n'avait pas le droit historiquement de voir un événement un peu autrement. Par exemple, parce que je préfère citer, parce que je vais me faire gronder, bientôt les historiens prendront la suite des artistes, parce que vous avez évoqué une chanson de Goldman, ils rationaliseront l'émotion collective, on sent que tout ça vous n'aimez pas, ils rejetteront le découpage chronologique du général de Gaulle, ils feront de la Seconde Guerre mondiale un moment paroxystique de l'affrontement entre le bien et le mal, et de la Shoah, le cœur de cette métaphysique apocalyptique que vous détestez. Alors expliquez-moi, on n'aurait jamais dû dire que la Shoah c'était un truc assez important? Allez, réponse d'Éric Zemmour. Je note que c'est pas du tout le sujet que vous avez abordé, mais c'est pas grave. C'est une erreur d'avoir Non, On y mais reviendra c'était après. une belle On y idée, reviendra des après. fois. Frontière de la pensée. Ah d'accord. Alors je vais répondre. Allez. Je vais répondre. C'est très simple. Et après, moi, je vais dire quelque chose là-dessus. Avec plaisir. Merci Daniel Cohn-Bendit, en tout cas pour toute cette aide pendant l'émission. On n'y serait pas arrivé Ouais, sans, oui, je sans passerai la Daniel. caisse après. D'accord. Bon, donc c'est très simple. Ce que j'essaye d'expliquer, ce que j'essaye d'analyser, même si je ne fais que rationaliser mes affects, c'est que à partir des années 80, on a fait de l'extermination des Juifs le cœur de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il n'était pas. Je pense que c'est une erreur historique. C'est-à-dire que je pense, comme le général de Gaulle, que la Seconde Guerre mondiale est la suite de la Première Guerre mondiale, que c'est la même guerre de 30 ans, comme il disait, et que c'est une guerre pour la domination de l'Europe et du monde. Je pense qu'on a eu tort, historiquement, de mettre l'extermination des Juifs comme presque seul sujet de cette guerre. Et aujourd'hui, dans les cours d'histoire, on n'apprend plus que ça. C'est pas vrai. On apprend quasiment, j'ai des enfants qui sont adolescents. Je suis professeur, Je peux vous dire que dans les livres d'histoire, c'est très intéressant, tout est passé à la moulinette, sauf cette histoire-là de l'extermination des Juifs, qui est évidemment fondamentale. Ah, quand même, vous le dites quand même, on est d'accord, mais ça ne doit pas être central. C'est ça que vous dites? C'est fondamental parce qu'on a voulu exterminer un peuple et des gens. Mais ce n'est pas fondamental pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce serait déroulé de la même façon. L'Allemagne aurait gagné au début et perdu à la fin, qu'elles aient exterminé ou pas les Juifs. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, c'est à moi. Daniel Cohn-Bendit et ensuite Richard Attias. Merci. Et après, Alors, on continue. Monsieur l'élève,
Oui, monsieur le professeur. Voilà. Non, parce qu'avec ton ton péremptoire, maintenant, ça commence à... Il faut bien que j'essaie Oui, non, d'exprimer. pas de problème, pas de problème, merci. tu as le droit comme tu veux. Merci. Hein, la chose est la suivante. Le début de la guerre mondiale est la volonté d'Hitler de dominer l'Europe. Il a un projet européen, comme Staline en avait un, et d'autres, etc. S'il a un projet d'européen, Oui, ça, je suis il d'accord. l'écrit bien. Hitler, oui, voilà. je suis d'accord. Et pas Staline comme aussi. Staline. Mais bon. Staline aussi. Bon, bref. Ce qu'il s'est passé, c'est que la nature de la Deuxième Guerre mondiale et la nature de sa domination a complètement changé avec la Shoah. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un certain moment, il a déplacé les frontières à l'intérieur, non seulement de son pays, mais de toute l'Europe, parce qu'il voulait justement que dans cet espace européen, un peuple, deux d'ailleurs, et trois d'ailleurs, puisqu'il voulait qu'il n'y ait plus de juifs, Plus qu'il de n'y ait plus tziganes. de roms et qu'il n'y ait plus d'homosexuels. Hein, et que... Sans oublier les malades Oui, les psychiatriques, malades hein. mentaux, Mais c'est- l'Église allemande les a sauvés. L'Église allemande Oui, n'a elle a sauvé malheureusement, les malades mentaux. malheureusement pas sauvé Pas le assez. frère de ma mère, Ah bon, qui bah était un malade mental. Ah bon, j'ignorais, Hein, mais en tout cas- vous voyez, donc du c'est quand calme même- là-dessus, du calme, avant que je m'énerve, du calme là-dessus. Non, voilà. Ça vaut je pas le veux- coup de s'énerver. Non, je veux dire par là J'ai insulté que personne. quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, c'est parce que même si le début était autre chose, la Shoah, la destruction d'un peuple, de deux, et la volonté d'anéantir est une nouvelle étape, une nouvelle dimension dans l'histoire. Eh ben, humaine. je suis pas d'accord. Mais je sais. Et voilà, j'explique excusez-moi. un truc, ce qui est l'erreur. Karski, Yann Karski, donc, est allé voir Roosevelt en lui disant il y a que les des camps d'extermination. Les résistants du ghetto de Varsovie, faut expliquer, hein, le qui c'était, résistant du Karski. ghetto de Varsovie lui montre que les Juifs sont déportés, l'envoie voir Roosevelt et voir d'ailleurs de dire attention, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la destruction. Et ça n'intéressait pas Roosevelt, qui a dit oui, et que Qui le avait pas les résultat- moyens encore de faire la le guerre. résultat- Non, ça l'intéressait pas. Le résultat était... Oui, mais ça ne veut rien dire quand on dit d'accord, que ça veut rien quand on a demandé qu'au moins on bombarde la ligne de chemin de fer pour aller à Oui, Auschwitz, oui. on a dit ce n'est pas un objectif stratégique. Et j'ai entendu la même phrase, et je termine, quand on a dit Kobané n'est pas un objectif stratégique. Ouais. C'est que des grands de ce monde... Kobané, à un donc moment- la ville kurde assiégée par les Exact. À des djihadistes moments, de l'État les grands de islamique. ce monde décident qui a le droit de vivre ou pas vivre. Il y a Ce Richard n'est pas Attias. un objectif Richard Attias. stratégique. Écoutez, moi, je vais essayer de reconnecter à cette discussion dans laquelle il y a trois agrégées brillantes de philosophie ou de grands intellectuels. Ah non, pas moi, et- j'ai pas moi à non plus. peine mon bac. Alors, Non, mais attention. bon. Et puis je pense que, mais vous m'arrêterez si je dis des bêtises, je ne pense pas que l'émission consiste à débattre pendant 1 heure du livre. ni de Vichy. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport au problème de la Shoah, comme tous les autres problèmes, contrairement à ce que dit Éric Zemmour quand on parle de l'Afrique ou des voyages et qu'il caricature sur le fait qu'on n'est que dans les aéroports, moi j'écoute et je regarde ce que le terrain me dit. Et sur le problème de la Shoah, je ne peux qu'abonder dans ce que dit Denis Cohn-Bendit, parce que, comme vous le savez, à New York, je suis quasiment pratiquement tous les jours, puisqu'on partage les mêmes bureaux avec Elie Wiesel. Et que, voilà, lui a vécu, Prix Nobel de la paix. dans Ancien sa chair et d'Auschwitz, dans ancien son sang, déporté, oui. tout ce qui contredit cette hypothèse. Contredit absolument. Oui. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'on est censé parler de cosmopolitisme, et également, vous soulignez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, il est écrit dans le livre que je n'ai pas lu, le fait que la France se meurt et que depuis 40 ans, elle se meurt. Bon, je pense qu'il faut arrêter, et je le dis en tant qu'enfant adoptif de la France, où j'ai vécu pendant 20 ans, de faire ce flagellation sur la France, qu'elle est en train de se mourir et qu'il n'y a rien. Vous ne sentez pas ça, vous, dans vos voyages? Pas du tout. Non. Dans quelques semaines, j'organise à Marrakech un très grand forum sur l'entrepreneuriat qui est organisé par le Royaume du Maroc et par le président Obama. Et ce que les Américains nous ont demandé, c'est de faire venir un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs français parce que précisément, il y a, ne serait-ce que dans ce domaine de la nouvelle technologie, des nouveaux médias, des pépites exceptionnelles en France pour ne prendre que cet exemple-là. Je pense qu'il y a un système politique qui est en panne, mais je ne pense pas qu'il faille pour autant s'auto-flageller. Et sur le cosmopolitisme, je crois qu'il faut en parler.
si l'émission le permet, parce que je crois qu'effectivement, quand on a plusieurs identités, qui est la définition a priori du cosmopolitisme, et moi je pense que j'incarne un tout petit peu ça, sinon je ne vois pas ce que je ferais sur le tableau. J'ai une identité juive, j'ai une identité arabe, parce que je suis né dans un pays arabe et j'y suis resté très longtemps. J'ai une identité française, double peine, parce que j'ai vécu 20 ans en France, et on pourrait multiplier, et une identité francophone, puisque c'est la langue dans laquelle je m'exprime et avec laquelle j'ai été éduqué. Et je vois des villes cosmopolites. Des villes comme Shanghai, des villes comme Dubaï, des villes comme Londres, des villes comme New York, qu'on le veuille ou non, ce sont des villes qui réussissent. Et je crois qu'une partie de leur réussite, c'est en partie grâce au cosmopolitisme de ces villes. On va poursuivre ce débat maintenant, s'intéressant plus particulièrement au cas de Daniel Cohn-Bendit. Éric Matta lui a préparé une question minuscule. On regarde. Daniel Cohn-Bendit, vous êtes un peu comme un bibelot familier posé sur la cheminée, un truc sentimental, témoin d'un bout d'histoire de France mêlé à nos jeunesses évanouies. Nous vieillissons, pas vous. C'est le pacte méphistophélique que vous avez passé avec nos souvenirs. On vous dit à la retraite, on a du mal à y croire tant vous occupez encore le terrain. Documentaires, livres, chroniques, parfois même livres de chroniques, comme ici L'humeur de Dany ou le vidangeage de vos billets matutinaux quotidiens sur Europe 1. C'est pas vraiment radio libertaire, mais vous n'aimez rien tant que convaincre, alors autant utiliser le plus grand tam-tam. Taquiner le micro, c'est votre dada. Au Parlement européen, vous étiez le roi de l'arène, un ta gueule par-ci, un vous êtes maso par-là. Vos anciens condisciples vous regrettent déjà. Si vous vous dites français par naissance, juif par hasard et allemand par nonchalance, vous êtes surtout passionnément européen. Dans votre ouvrage, le mot Europe revient 623 fois. Vous vous revendiquez souverainiste européen, seule position tenable face à la mondialisation. Vous affirmez également que la France n'est plus un grand pays et qu'elle ne redeviendra puissante que lorsque l'Europe deviendra grande. D'où ma minuscule question. Elle sera grande comment l'Europe de vos rêves, cher Daniel Cohn-Bendit ? Elle sera un des espaces importants d'un nouvel ordre planétaire. Voilà la réponse. Et je crois que quand on voit ce qui se passe, qu'on voit les défis, Athias a parlé d'Ebola, quand on voit les défis de la dégradation climatique, il est évident que la France, ou l'Allemagne, ou le Luxembourg, ou je ne sais pas quoi, Malte, n'ont pas la dimension pour qu'on puisse organiser la réponse à ces défis. Donc je crois que c'est évident. Mais alors sur le cosmopolitisme et les identités multiples, je donne deux exemples. Un exemple, Amartya Sen, qui est le dean d'Oxford, fait un livre sur les identités. Et il explique qu'il arrive à Heathrow, il sort son passeport, et il a un passeport indien. Et alors on lui dit, le policier lui dit « Où est-ce que vous allez ?»« Je vais à Oxford. » Et il dit « Où est-ce que vous allez habiter ?»« Je vais habiter chez le président, dans la maison du président d'Oxford. » Et le policier lui dit « Est-ce que c'est un ami à vous ?» Et Sen dit « Est-ce que je suis un ami de moi-même ?» Puisque c'est lui le président. Et que pour le policier, un Indien ne peut pas être le président d'Oxford. Et donc, il a toute une révélation sur quelle est mon identité. Je suis indien, je suis président d'Oxford, je suis anglais, je suis les deux, etc. Et c'est fascinant parce qu'il montre qu'aujourd'hui, nous avons des identités multiples. Nous sommes un mélange d'identités, hommes, femmes, français, un peu européen, un peu cela, maso, pas maso, homo, pas homo. Enfin, voilà. Et qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à nous sortir des défis de ce monde si on n'accepte pas cette multitude d'identités. Et le deuxième exemple, Erasmus, c'est formidable, d'accord ? Et moi, je voudrais 2 millions... C'est un programme, donc, pour les étudiants européens. Moi, je veux un programme pour les jeunes... Qui vont d'un pays à l'autre. 2 millions par année vont travailler au moins 1 an ou faire des études dans un autre pays européen. Je vous donne un exemple. Une jeune Hollandaise, d'origine turque, mais qui est hollandaise, fait des études de droit... Et elle va passer 1 an en France, à Montpellier, où elle rencontre un jeune Français d'origine maghrébine qui fait des études de médecine. Ils se rencontrent dans une boîte, ils tombent amoureux, ils font un enfant. Cet enfant, il est quoi ? Turc ? Hollandais ? Français ? Maghrébin ? Non.
vous ne pouvez pas le couper en 4. Il est européen. Ben oui. C'est ça, on ne peut pas couper les gens en Inch'Allah. 4. Oui. C'est ça la vie, mon petit. Elle est comme ça. Daniel Cohn-Bendit, vous allez avoir de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place, mais c'est Eliette Abécassis qui va s'occuper de vous. Alors, Daniel Cohn-Bendit, vous avez raison de dire qu'on a tous des identités multiples et l'Europe est faite de ces identités multiples. Mais comment fonder une Europe culturelle, c'est-à-dire un sentiment commun d'être européen parmi toutes ces identités? Vous êtes pour une Europe fédérale, vous voudriez faire comme les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique sont unis par le fait de croire dans God Bless America. Croire dans l'Amérique, c'est croire en Dieu, c'est croire en l'Amérique. En Europe, il n'est pas question de faire ça puisqu'on est dans l'Europe des Lumières. Sur quoi nous allons fonder justement cette identité commune qui va nous permettre de fonder l'Europe, tout simplement? Moi, je crois d'abord que j'ai jamais dit que les États-Unis d'Europe, c'était une copie-collée des États-Unis d'Amérique. Au contraire, la grande différence surtout, c'est que les États-Unis d'Amérique ont eu une constitution et après une guerre civile. Nous, on a eu d'abord les guerres civiles. Et c'est parce qu'on en avait marre des guerres civiles qu'on a fait émerger cette idée européenne et qu'on a pu l'imposer. Donc ça, c'est une grande différence. Et l'identité commune se fait d'abord, justement, par l'histoire commune européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Européens qui ont souffert de cette histoire horrible, et France et Allemagne est le meilleur exemple de ces guerres, Pasqua, c'est la blague, tous les 30 ans, les Allemands arrivent, et le dernier d'arriver, tous les 30 ans, c'est moi. Donc, je veux dire, voilà, c'est qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus que cette géographie, cette géopolitique européenne, eh bien, on répète toujours ces guerres. Donc, c'est ça, la base commune. Alors, notre culture commune, il y a un problème. Le problème, je vous donne un exemple. Les contes de fées sont des contes européens. Tous les grands, que ce soit Andersen, que ce soit Grimm et tout ça. Perrault. Ils nous arrivent, ils nous reviennent comment? Par Hollywood. Moi, je veux une Europe capable de faire émerger sa propre culture. Et ça, on peut dire méchamment, les marchés nationaux ne suffisent plus. Si nous voulons faire émerger cette multitude de cultures qui est notre culture, notre patrimoine commun. Mais il n'y a pas ce sentiment de patrimoine commun. Il y a de plus en plus d'eurosceptiques. Peut-être le dernier cri et le premier cri européen, c'était « Nous sommes tous des juifs allemands ». Mais depuis, il n'y a plus rien de, mais il a existé, de commun, ce cri. en fait. Il a existé, ce cri. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible d'entendre un tel cri? Oui, moi, je crois qu'il y a des... Vous savez, il y a des gens qui, aujourd'hui, par exemple, s'identifient aux Kurdes. Il y a aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où, en permanence, justement, beaucoup d'Européens ont envie de se solidariser avec. Et je crois que c'est vrai que l'échec de l'Europe aujourd'hui, c'est notre incapacité de l'organiser politiquement et institutionnellement. C'est notre capacité... Parce qu'on a voté non au référendum en 2005. Non, je crois pas oui, que il n'y a pas de structure politique. Oui, mais on a aujourd'hui le traité, on l'a avec le traité de Lisbonne. Donc c'est pas ça qui nous empêche. Je crois que les forces politiques européennes sont des forces conservatrices qui, au dernier moment, c'est pas l'intérêt commun, mais c'est l'intérêt national. Vous savez, quand vous voyez, si vous faites aujourd'hui une histoire des sommets européens pour le budget européen, eh ben, tout le monde est anglais. They want all their money back. Tout le monde veut son argent. Il n'y a personne, peu de forces politiques disent mettre sur le tapis, voilà ce que l'Europe, ce dont nous avons besoin pour sortir l'Europe de la crise. C'est simple. Et donc, nous sommes, et c'est ça qu'il faut comprendre, ce processus européen, ça dure, c'est compliqué. C'est comme le temps qu'a mis la France de devenir une démocratie. De la Révolution française à une France démocratique, c'est au moins 2 siècles avant que les femmes aient le droit de voter, après les Turcs. Là, il faut donner la parole à Éric Zemmour parce qu'il n'en peut plus. Non, j'écoute, mais je pense à 2 choses. En écoutant Daniel Cohn-Bendit, c'est toujours très intéressant quand il parle de l'Europe parce qu'il le vit de l'intérieur et moi j'aime les gens qui vivent les choses de l'intérieur. Mais moi je vous dis 2 choses. La phrase du général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre sont des vieilles nations qui ont été fabriquées par les siècles. On ne les dissoudra pas dans un État fédéral.
Et 2, vous me faites penser en disant « mais oui, l'Europe va mal, tout va mal, etc., mais il faut encore plus d'Europe, etc., pour pouvoir améliorer ça », vous me faites penser à l'Union soviétique. On leur disait « tout va mal » et ils disaient « mais oui, il faut encore plus de communisme ». C'est la même structure mentale et ce sera le même destin politique. Ok. Alors, 2 choses. J'ai jamais dit, et je ne crois pas, qu'on allait dissoudre des États. Mais d'autres l'ont dit, accordez-moi ça quand même. Oui, mais vous parlez à moi. Non, mais d'autres fédéralistes, d'autres européistes, accordez-moi. C'est le grand rêve de Monnet, c'est les États-Unis d'Europe. Pauvre Monnet, qui était vraiment pas tellement fédéraliste. Mais enfin, ça fait rien. Donc je dis encore une fois, on ne va pas dissoudre les nations. Mais il va y avoir un autre espace de coopération où le nouvel espace politique, comme quand la France, après, se décentralise, on ne dissout pas la France. Il n'y a pas de démocratie sans l'espace national. Ça n'existe pas. Et quand on a enlevé la souveraineté nationale, on a enlevé la souveraineté populaire et donc la démocratie. C'était donc le but du jeu des oligarchies européennes qui nous dirent. Vous savez, moi je vais vous dire un truc, parce que là je veux dire, tout à l'heure quand vous avez parlé à Athias, ce que je trouve dégueulasse, c'est que pour parler, vous dites vous êtes un salaud, vous êtes un riche. J'ai pas dit que j'étais un salaud. Si. J'ai jamais dit à Athias que c'était un salaud. J'ai dit le cosmopolitisme c'est bien quand on est riche, c'est tout ce que je dis. J'ai pas dit que c'était un salaud. Tous vos lecteurs, tous ceux qui sont... n'insultez pas mes lecteurs. Je n'insulte pas, j'essaie de comprendre comment ils pensent. Vous savez Et quand on dit d'un mec, t'as de l'argent, tu vis à New York, t'as de l'argent, c'est pour ça que c'est facile, on lui dit, de toute façon, lui, c'est un riche, c'est un oligarque, c'est un machin. Non, j'ai pas dit que c'était un oligarque. Non, mais ça revient. Et tout à l'heure, quand il a parlé, vous avez parlé du cosmopolitisme, eh bien, vous avez dit, ah, ça, c'est bon pour les riches. Oui. Voilà. On va y revenir d'ailleurs au cosmopolitisme parce qu'on va s'intéresser un peu plus maintenant à Richard Athias, justement. Et on parlait de l'Europe. Vous pouvez expliquer à Éric Zemmour tous les avantages du cosmopolitisme que vous incarnez. Mais je ne vais pas le convaincre sur ce que. Non, mais si lui expliquer. Je pense qu'il a peut-être qu'il peut écrire un livre différent après. Je pense d'abord qu'il faut vraiment voyager et pas dans les aéroports. Les aéroports, c'est par où on passe. Mais quand on va sur le terrain, quand on passe 10 ans en France, quand on passe 15 ans en Afrique, quand on passe 3 ans en Chine, quand on passe 1 an au Japon, quand on passe 2 ans à Dubaï, quand on passe un certain nombre d'années au contact de différentes civilisations, au contact de différentes cultures, au contact de différentes tranches sociales, on se rend compte de ce qu'est vraiment le monde dans lequel on vit. Et qu'on ne peut pas voir ça uniquement avec l'angle de télévision, parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les problématiques qu'il y a. Et malheureusement, même si aujourd'hui on a accès à tout grâce à la technologie, il faut aller sur le terrain. Vous lisez le terrain, vous parlez des grandes métropoles cosmopolites. Partout. Ouais. Il faut, je veux dire, à un moment donné, je pense que la France, là où ça va mal, c'est qu'elle est déconnectée d'un certain nombre de réalités. Elle est déconnectée d'un certain nombre de réalités parce qu'on vit, qu'on le veuille ou non, dans un monde global. Et quand François Hollande réunit, il y a 3 semaines ou 10 jours, 30 grands patrons, il ne le fait pas pour faire plaisir, il le fait parce qu'il a la conviction qu'à un moment donné, on ne peut pas relancer l'économie française si on ne met pas ces grands patrons à contribution, d'où qu'ils soient. Ça, c'est factuel, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on vit dans des marchés mondiaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la Chine a très très bien marché? C'est qu'elle avait un marché d'1 milliard et quelques d'individus dans la consommation. Qu'est-ce qui fait payer 10 euros pour faire le boulot, mais les gens, ça marche toujours bien. Les gens ont payé 2000 euros, mais c'est pas vrai, ça marche toujours bien en Chine. Il y a 9% évidemment, il y a 1 milliard de crève la faim. Et les prix et les salaires ont augmenté. Et il n'y a jamais eu autant de... Ils augmentent de 10 euros à 15 euros. C'est formidable comme progrès. C'est n'importe quoi, Éric Zemmour. Pardon, vous ne connaissez absolument pas la planète dans laquelle nous vivons. Je vais vous dire, les salaires en Chine sont tellement élevés maintenant qu'on délocalise la main-d'œuvre et qu'elle est en Éthiopie. Et qu'on fabrique les chaussures qui se faisaient en Chine en Éthiopie parce qu'il y a d'abord un véritable classe moyenne qui se crée en Chine avec un niveau à faire pâlir d'envie certains Européens. Et qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des nouveaux riches en Chine et qui ont émergé. Il y a en Chine 300 millions d'individus qui parlent anglais, c'est-à-dire presque plus que la population qui parle anglais aux États-Unis. Surtout plus que de Français. Et pourquoi ils parlent anglais? Il y en a combien qui vivent dans 4 mètres carrés, monsieur Athias? Mais il y en a combien qui vivent dans 4 mètres carrés partout dans le monde? Il faut arrêter de faire les clichés. Il y en a énormément qui vivent dans moins de 4 mètres carrés en France. Il y en a beaucoup qui vivent de moins de 4 mètres carrés à Londres. Personne ne dit il faut arrêter. Toutes les sociétés ont leur classe moyenne, leur classe supérieure et leur classe pauvre. Par contre, la globalisation et le cosmopolisme, pour répondre à la question devant, oui, sur le terrain,
on voit que la globalisation, qui a aussi ses travers, a permis qu'on le veuille ou non, à certains pays d'émerger. Quand on regarde l'Asie-Pacifique, toute cette région, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, où il y a encore beaucoup de misère, mais il y a de la misère partout. Il y a de la misère partout dans le monde. Surtout l'Afrique, il y a une sorte de miracle économique africain. Il y a de la misère partout, il faut arrêter de penser. Il y a de la corruption partout, il y a de la misère partout, il y a de la pauvreté partout. Et il y a accroissement des inégalités partout, monsieur Attias. Absolument. Mais on ne vit ça, pas dans un monde c'est le produit de la globalisation. Non, ce n'est pas le produit de la globalisation. Ce n'est pas le produit de la globalisation. Si. Il y avait des pauvres bien avant. De toujours, il y a eu des pauvres. Au Moyen-Âge, il y en avait il y a eu beaucoup, des ça, c'est riches. sûr. Il y a eu une analyse quand même de l'ONU qui dit que le niveau de vie au niveau planétaire Absolument. augmentait, A évolué. mais qu'il y a Bien toujours entendu. un nombre, un milliard de personnes qui sont en dessous de ce niveau de vie. Surtout les inégalités. Il y a bien moins de gens suis analphabètes sur la planète. Il y a bien moins de gens pauvres sur la planète. Il y a 700 millions d'habitants de la planète qui sont sortis de l'état d'extrême pauvreté. Absolument. Et ça le s'est fait chiffre de la Banque grâce mondiale. à la Oui, globalisation, bien sûr. Ouais. grâce aux échanges, Ouais. grâce au fait que des marchés se sont ouverts. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas un débat philosophique. Donc c'est il faut la factuel. réguler. Exactement. Il faut réguler. Il faut réguler, comme tout d'ailleurs, comme il faut réguler d'ailleurs les exagérations dans le domaine de la finance, comme il faut réguler, il ne faut pas relaisser filer les choses, sinon on va avoir de nouveau un 2008, c'est évident, parce que dès qu'on perd le contrôle des manettes, il faut réguler, comme il faut réguler d'ailleurs même, pardon, mais ça c'est une conviction très personnelle, ce qui se fait sur le net, où justement il n'y a plus de frontières sur le net, et tout est exagéré avec la cybercriminalité, avec les réseaux de pédophilie et on peut aller sur... Donc bien sûr qu'il faut réguler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut censurer. Géraldine. Donc, Richard Attias, vous vous sentez patriote? oui. Ça veut dire De quoi quel pour pays? vous, par exemple? Moi, je suis très attaché à mon pays, au Maroc. J'ai vraiment une racine profonde attachée à mon Maroc, à mon pays, pour une raison très simple. On a beaucoup parlé Vous avez des fait plaisir à Eric Zemmour quand vous Ah, avez je ne dit sais ça. pas si je lui fais plaisir. Non, mais il est franc, au moins, c'est bien. Je dis ce que je pense. Ben oui, Et pourquoi Éric je Zemmour pense Je vais n'est vous pas fier dire. de l'Algérie. Je vais vous dire pourquoi je suis fier pas de mon algérien. pays. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la Shoah, des Juifs, etc. Nous, on a été extrêmement privilégiés, puisque vous savez qu'en Afrique du Nord, on n'a pas été trop... en tout cas, je n'étais pas né à l'époque, mais il n'y a pas eu trop de dégâts par rapport au nazisme. Et on n'a pas eu trop, malheureusement, d'envois vers les camps. Par contre, quand le régime de Vichy est arrivé au Maroc et qu'on a demandé au roi Mohamed V, le grand-père du roi actuel, de donner les Juifs, il a dit, si vous voulez les prendre, vous me prenez moi en premier. Et je crois que c'est ce devoir de mémoire qui fait que je suis resté marocain, même si j'ai quitté le Maroc à l'âge de 16 ans. Et je crois que c'est important de montrer cette nationalité, cette marocanité qui a des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on perd beaucoup de valeurs, il est important d'en porter certaines. Et évidemment, je voulais aussi parler de la France, de votre rapport à ce pays, de votre langue. Par exemple, en 2004, quand vous êtes engagé, vous avez préparé le discours du Bourget de Nicolas Sarkozy au moment où il allait... Je ne l'ai pas préparé. Enfin, du vous tout. n'avez préparé pas le J'ai discours. fait la mise en scène oui, pardon, de cet événement. Pardon, d'accord, mea culpa. La mise en scène, c'est un personnage politique, vous vous engagez à ses côtés pour qu'il prenne l'UMP. Est-ce que c'était par amitié, c'était un engagement par rapport à la France, ou c'était autre chose? Pour être tout à fait franc, c'était du professionnalisme. C'est-à-dire que j'étais à l'époque l'un des dirigeants du groupe Publicis. Publicis a été contacté avec un de mes collègues qui était lui le vrai communicant, Christophe Lambert. Donc c'était du business, quoi. Et à un moment donné, on nous a demandé de travailler à la mise en scène de cet événement. J'ai apporté mon professionnalisme. Sans Donc vous aucun l'auriez fait pour engagement n'importe politique, sans quel, aucun engagement politique, parce d'accord. que je n'ai aucun engagement politique Ah en bon France. C'est Je ne peux quelque pas, chose je qui suis n'est- absolument, absolument. Par contre, éthiquement, je n'aurais pas fait la même chose pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà, j'ai quand même une certaine éthique dans mon business, Les Verts. au même titre que Et les Verts, j'organise, les Verts, les Verts. moyens. Dany, pas du tout, pas du tout. Ils ont pas les moyens, les J'organise et j'ai besoin de vous cette grande conférence sur le changement climatique, donc je ne peux qu'adhérer à vos thèses. Et vous disiez vous-même que la France a besoin de gens, de grands patrons qui... La France a besoin de Donc elle a retrouver besoin de gens son comme vous. audace. Est-ce qu'elle a besoin de gens comme vous, la France? Bon, ce serait prétentieux. Moi, je suis un entrepreneur à la base. J'adore entreprendre. Mon adrénaline, c'est d'entreprendre. C'est de ne jamais renoncer. C'est de se battre au quotidien. Voilà. Et tant que j'aurai une source d'énergie sur beaucoup de combats. C'est pour ça que j'ai créé une fondation
Mon épouse a sa fondation. Les fondations, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. On a investi beaucoup d'argent personnel dans le fait de créer des écoles de la seconde chance en Afrique, par exemple. Parce que l'un des drames de la planète, c'est le chômage. Il ne touche pas qu'ici, il y en a plus de 3 millions, mais partout. Et c'est une bombe atomique. Donc les grands combats me passionnent. N'ont rien à voir avec les partis, plus rien. Pas du tout, pas du tout. Je pense que les grands combats aujourd'hui ont dépassé la notion des partis. Je pense qu'on ne se bat pas assez pour amener les filles au Nigeria. J'ai été le premier à clamer ça avant que tout le monde ne récupère ce Bring Back No Girl. Et puis maintenant, on entend parler une fois de temps en temps. Non, j'ai une tendance à être, il faut être beaucoup plus agressif. Il faut sur chaque grand sujet, et je le pratique dans mon quotidien comme si c'était un problème de vie ou de mort. Il faut y aller parce que malheureusement, un événement chasse l'autre et on finit par les oublier. Et c'est valable dans tous les domaines. Sur le cosmopolitisme, il y a ce qui a été décrit, puis il y a autre chose. L'immigration existe. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est pas ça. Depuis 40 ans. Donc, de toute façon, il y a aujourd'hui, dans toute l'Europe, eh bien, une partie de la population qui est cosmopolite. Elle l'est de fait. Elle est pas cosmopolite. Elle est cosmopolite parce qu'elle a plusieurs identités. Elle a plusieurs identités. Ça n'a rien à voir. Et elle a plusieurs identités. Et je voudrais quand même, aujourd'hui, regarder sur YouTube. Il y a une chose extraordinaire. 2 Syriennes, l'une a atterri à Édimbourg, l'autre en Suède, qui ont une chanson dédiée à toutes celles qui vivent en Irak, en Syrie, elles sont syriennes, et elles parlent de la douleur, de la guerre. Et cette chanson, en arabe, elles n'ont pas de voile, elles sont très belles, et c'est un cri d'humanité. Et ce cri d'humanité, il ne peut se définir comme un cri cosmopolite. Elles sont belles, les Syriennes. Ah, mais sûrement, elles sont sûrement Non, très mais belles. ce qu'elles disent, Vous me rappelez vraiment la phrase d'Aaron sur Giscard, il ne sait pas qu'histoire est tragique. Vous appelez cosmopolite des concentrations de population qui se définissent elles-mêmes avant tout par leur islam. Excusez-moi, quand vous allez les voir et vous leur dites est-ce que vous êtes cosmopolite, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Et ils auront raison de rigoler comme moi je Mais les juifs qui sont cosmopolites de la diaspora, ils ne se définissent pas par l'islam. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas que des musulmans sur Terre. Il y a aussi d'autres gens qui ont le droit d'être cosmopolites. Amartya Sen n'est pas musulman. Il est hindou. Non, s'il vous plaît, parce que là, attends, on est obligé de terminer. Non, mais je vous demande pourquoi. Il n'y a aucun abcès obsessionnel. De façon totalement naïve. Bon, très bien. Je n'aime pas simplement qu'on dissimule la réalité derrière des grands mots qui ne veulent rien dire. Comme quoi? Il n'y a pas aucune obsession de l'islam. Il y a simplement aujourd'hui, les populations immigrées en France et en Europe sont avant tout et massivement musulmanes. C'est tout. Et donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, et alors, ils sont musulmans. Voilà. Et il y en a qui se sentent français, il y en a qui se sentent pas français, qui ont cette idée. Il y a des musulmans pédés qui ont donc une certaine. Mais si, ça veut pas dire. Le problème. Mais c'est ça la différence d'identité. Ça veut dire quand on a dit. Mais comment ils se définissent eux? Mais ils se définissent différemment. Non, c'est faux. C'est pas Zemmour qui définit les musulmans. C'est à eux de se définir. Justement, ils se définissent comme musulmans. Mais ça veut rien dire. Mais regardez tout. Mais oui. Alors, c'est le moment maintenant. C'est embêtant pour vous. C'est le mais c'est grand pas embêtant moment. pour moi. C'est pas quand tu dis des conneries que c'est embêtant pour moi. Allez, on va pas passer les vacances ensemble. De toute façon, ni les fêtes. C'est le moment de la question babachou. Ça veut dire idiote, question idiote ou question sotte, là, en vieux parler marseillais. Alors, cher Éric Zemmour, je sais que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient d'entendre, mais je vais vous étonner. Plus ça va, plus je me sens d'accord avec vous. Non, c'est vrai. Il y en a marre de la mondialisation. Il y en a marre du libéralisme, de ces invasions, de cette immigration pas contrôlée qui permet à des pays plus scrupuleux de nous envoyer leurs rogatons. On n'en peut plus. Ils s'attaquent à ce que nous avons de plus cher. Mais oui, après l'horrible frelon asiatique, l'affreuse fourmi d'Argentine, voici maintenant l'horrible moucheron asiatique du Japon. Les salauds de Japonais qui sont cet horrible frelon qui s'en prend à nos raisins, à nos fraises, à nos framboises, à nos cerises. Voilà. Alors, en plus, ils se reproduisent. La femelle, elle peut pondre jusqu'à 500 œufs en un mois.
Donc, le nombre de livres à peu près que vous vendez en 1 heure. Hein. Bon, alors, ma question est toute simple. Hein. Comment bouter le moucheron asiatique hors de France? Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, d'abord, Daniel Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, hein, ce sont les chroniques d'Europe 1 le matin, remises en forme. C'est du Dany, quoi. C'est drôle, c'est frais, c'est marrant. En c'est tout sympa. cas, c'est moi. C'est sympa, ouais. C'est pas comme l'autre. Ouais, Là, ouais, c'est moi c'est aussi. sympa, c'est sympa. Ah, c'est moi aussi. C'est sympa. Éric Zemmour, alors là, moi, je trouve ça se lit. Hein. Bravo. Merci. C'est Gros déjà boulot, ça. énorme boulot. Énorme boulot. On n'est pas forcé d'être d'accord. Mais Moi, je d'accord. demande pas ça. Je suis d'accord à peu près sur rien, mais Normal, c'est normal. gros travail et ça se lit très bien. Vraiment. Merci. Le suicide français chez Albin Michel et on comprend pourquoi ça marche. Et vous, alors il n'y a pas de livre encore. Hein, Ah non, il n'y a Richard pas de Attias. risque. Il y a des conférences tout le temps. Hein. Il y a des conférences, oui, sur des sujets importants. Le sport comme moteur de développement social et économique. La francophonie, bientôt, à Dakar. Grand sommet de la francophonie, fin novembre. Et puis Puis on attend quand voilà, même peut-être plein un jour d'autres la réponse de Richard Attias au suicide français. Ça pourrait s'appeler Mémoire d'un cosmopolite ou un truc comme ça. Non, je pense que j'aurais un angle plus optimiste si un jour je m'étais à écrire. Ça, c'est pas difficile. Se flageller, je pense que ça n'amène pas à grand-chose. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain à 21h40, pour une émission sur le thème « La gauche est-elle encore la gauche ?» et inversement, avec notamment Marcel Gaucher. À la semaine prochaine.